Eh ben, c'était sympa ce petit ciné. Oui, c'est vrai, même si on n'a pas été ensemble. Non, c'est vrai, t'étais à Metz et moi à Strasbourg. Pas du tout. Je vais donner ton adresse personnelle. Je sais que tu adores ça. Je la donne, j'arrête pas de la donner d'ailleurs. Ça arrive très souvent. Quand je croise des gens dans la rue, je fais hey, vous connaissez l'adresse personnelle du capitaine du Lexus 6? La voici. C'est merveilleux. Review Break. Classique. C'est quoi ton zombie préféré? Ah, c'est une très bonne question. Ben merci, écoute. Alors ton adresse, c'est le... Souvent, j'utilise le terme zombie pour tout un panel de créatures qui ont un peu le même rôle narratif. Il y a les zombies et les infectés. Là, j'y pense, en fait, la proposition la plus originale que j'ai eue ces dernières années, c'est celle de Last of Us. Oui, parce qu'ils ont une tête en forme de chou-fleur. Ou de pleurote rose, à votre guise. Il y a aussi les zombies de Romero, tu vois, ceux qui sortent de terre, Ça, un peu c'est comme classique. Thriller. C'est un peu dans 28 jours plus tard qui a démocratisé le fait qu'ils ont couru. J'avais fait un épisode sur 28 ans plus tard, premier film, l'année dernière. J'affirmais que c'était la première fois qu'ils couraient. Il y a eu des gens qui ont mis en commentaire des contre-exemples, mais qui étaient sur un film assez mineur. Oui, bien sûr. Vraiment, le grand public a découvert les zombies qui courent que dans 28 jours plus tard, pour la première fois. C'est vrai que ça donne un truc... Avant, c'était... Bah oui, parce qu'ils ont l'air un peu inoffensifs finalement. Le fait qu'ils marchent, tu sais que t'as toujours une longueur d'avance dessus. Mais après, je pense que ça vient aussi avec le fait que la technologie avance. De plus en plus, c'est facile de filmer des scènes d'action. Et donc, inévitablement, bah, le zombie a évolué aussi en même temps que la technique. C'est sûr, mais il y a aussi le fait que dans l'horreur, on s'habitue aux choses. C'est-à-dire qu'il faut toujours réussir à aller un petit peu plus loin, quoi. Ce qui, au départ, fait peur juste par sa présence mystique. Et même s'il marche à 2 à l'heure, on se souvient des premiers Resident Evil, bah, d'un coup, s'ils se mettent à aller plus vite, ça rajoute un petit truc. Donc, aujourd'hui, on va parler de... 28 ans plus tard. Sorti 24 ans plus tard, du coup, que 28 jours plus tard. C'est dommage, un peu, hein, quand même. Mais avant... Mais quoi? Merci à Opéra, notre partenaire pour cette émission. Merci Opéra. Écrire un épisode de Nexus 6, c'est des fois long et fastidieux. Et l'un des enjeux majeurs, pour moi, c'est de trouver des outils qui vont me permettre d'être plus efficace, surtout quand le planning est serré. Et ça arrive souvent. Et quand je fais mes recherches en amont, du coup, je dois lire des articles, je dois aller sur des sites, j'ai des vidéos. Tout ça fait que je suis un taré des onglets ouverts. Des fois, j'en ai des dizaines et des dizaines, des articles, des analyses, des making-of, des interviews. Et grâce au navigateur Opéra, j'arrive à être plus organisé. Fini de perdre du temps à chercher le bon onglet au milieu de ce chaos bien rangé. Avec Tab Island, il est désormais possible de les organiser en groupes thématiques, chacun identifié par une couleur, ce qui permet de s'y retrouver instantanément. Mieux encore, avec Tab Traces, les onglets sont soulignés pour indiquer celui consulté le plus récemment. Le trait sera plus clair ou sombre en fonction de l'ancienneté. Et ce n'est pas tout. Place au split screen. En faisant simplement glisser un onglet vers le bas, l'écran se divise et la navigation double. Ça permet de recouper les informations en un clin d'œil. Non mais je vous jure que des fois ça se joue à ça. Moins de clics, moins d'erreurs, moins de temps perdu. Opéra propose évidemment de nombreuses options de personnalisation, notamment à travers plusieurs thèmes visuels. Il y a aussi un player musical flottant. Choisissez simplement votre plateforme de streaming préférée et contrôlez votre musique sans vous arrêter dans votre travail. Et pareil pour les vidéos, avec le vidéo pop-out, qui vous permettra de les regarder en faisant autre chose, même en dehors du navigateur. Et puis la fonctionnalité principale, Opéra AI, un outil IA qui va vous aider dans plusieurs domaines et notamment rendre vos recherches plus simples. Besoin d'une réponse rapide sur une page web, un document ou même un fichier? Inutile de faire des captures ou de partager des liens. Opéra AI analyse automatiquement le contenu pour vous fournir du contexte, un résumé ou une traduction. Et ce n'est pas tout. Opéra AI est aussi capable de résumer ou de traduire des vidéos YouTube. C'est gratuit et vous n'avez même pas à créer un compte. C'est parfait lorsque vous faites des recherches ou que vous vivez à l'étranger pour étudier ou autre chose. Enfin, pour aller plus loin, il peut vérifier et afficher les sources d'un article que vous lisez. Idéal pour fact-checker rapidement sans ouvrir 10 nouveaux onglets. Opéra est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger en passant par le lien en description ou en commentaire épinglé. Et maintenant, on retourne à votre émission. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'étais en train de m'amuser et de passer le temps. Pas du tout. En vérité, dorlotez bien vos bébés Xarlax, sans quoi ils peuvent vraiment s'énerver. Bon alors ce film, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi j'ai vraiment aimé, j'avais adoré le premier. C'est pas qu'il est en dessous, comme il vient après, et qu'il y a des liens thématiques, et aussi il est la suite directe. Je trouve que ça fait moins surprise, notamment au niveau du traitement des zombies, beaucoup plus positif, beaucoup plus empathique. Moi ça m'avait vraiment scotché parce que c'était une proposition hyper nouvelle, quoi. Il y a vraiment ce côté, ce sont des infectés, donc ce sont des malades, donc il faut les traiter en tant que tels. Et en fait, c'est toute la question que pose un peu Kelson, c'est il y a un vrai problème moral à se dire, on les bute sans essayer de les guérir, quoi. J'ai l'impression quand même qu'ils se font bien dézinguer. Ah oui, bien sûr, mais le personnage de Kelson, lui, il proposait une autre vision que je trouvais intéressante. On peut débattre de est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas un petit peu naïf, mais moi j'avais trouvé ça hyper intéressant. Ça continue un petit peu cette vision, même complètement. Voilà, j'ai adoré, mais il paye pour lui d'être un petit peu la suite de celui d'avant. Est-ce que tu es prêt?
On a l'impression, quand on voit la fin du film, que peut-être il va se passer un temps entre le deuxième et le troisième, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est l'impression que ça nous donne. Là, c'est pas du tout le cas. Et du coup, effectivement, on peut dire il est moins bien, il est bien, mais il répond parfaitement à la problématique du premier. Donc, quand tu le regardes en entier, le 1 plus le 2 suivi, moi, je trouve que ça fait une fresque absolument bien équilibrée. Moi, j'avoue que je l'ai trouvé beaucoup plus droit au but. Mais c'est évident, puisqu'on connaît les personnages, c'est tout. Il n'y a plus cette introduction, etc. Et j'ai trouvé ça assez jouissif. Divertissement de A à Z, pas un moment, évidemment, où on s'ennuie. J'ai vraiment apprécié les antagonistes, comment ils fonctionnent ensemble, comment c'est écrit. Je trouve que c'est un film qui nous permet vraiment de se concentrer sur l'écriture des personnages, de voir à quel point c'est important d'avoir dans un même récit des gens qui s'opposent et à quel point ça peut créer comme ça une tension, et c'est très divertissant. Alors que le film est assez simple. Il n'y a pas énormément d'unités de lieu, il n'y a pas énormément de personnages. On en a 7, 8 tout au plus. Mais ça fait du bien, la simplicité. Ouais, non, c'est ça, c'est comme tu disais, il est assez efficace, quoi. Mais on peut simplifier parce qu'on a évidemment toute l'introduction dans le premier. On n'arrive pas là, vierge de toute information, on a déjà tous les persos, et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le périple, le côté road trip avec ces gars-là, haut en couleur. Il y a vraiment une dimension à la Orange Mécanique où ils tabassent des trucs, machin, mais il y a aussi une grosse inspiration avec le présentateur très célèbre d'Angleterre, Jimmy Savile. En gros, ils sont vachement inspirés de ça, avec leur crête blonde, qui s'est trouvé avoir des casseroles le cul de malade après son décès. Donc cette horreur vraiment que la société anglaise a connue, bah là c'est remis sur ces personnages-là qui sont odieux. Oui, tu veux dire que même grâce au visuel, on imprime ça sur les personnages. Dans le film, je l'ai pas ressenti parce que je me suis pas totalement intéressé à Jimmy Savile avant ça. Mais par contre, je l'ai lu à gauche, à droite, et effectivement, ça a été l'horreur pour ce peuple d'apprendre toutes ces trucs. Parce que le mec a quand même reçu la Légion d'honneur. Il y a vraiment ce truc-là. C'est quelqu'un d'important culturellement. Et là, ils s'en cachent pas, hein, parce qu'avec leur perruque blonde peroxydée, là, on est complètement là-dedans. Le monde n'aura plus aucun sens. Regardez les changements incroyables. Il y a une envie vraiment d'inscrire ce film dans une Angleterre profonde et problématique. On sent les accents anglais. Je me demande même s'il n'y a pas des accents écossais. Des fois. Oui, bien sûr. Nous, par exemple, en France, c'est un truc qu'on masque complètement, à part pour les films qui se passent à Marseille, et parfois c'est très très mal fait. Je crois qu'il y a un film avec François Civil où il a essayé d'avoir l'accent et on lui a dit d'arrêter instantanément parce que c'était dans Bac Nord, je crois. Comme Marseillais, dis-moi comment t'as trouvé cet accent de François. Moi, j'ai été impressionné en voyant. Franchement, canon. Dis à chier, mais dis la vérité. J'ai vraiment envie de dire à chier. À chier. À chier, frère. Mais c'est pas vrai. C'est une bouse, mon accent. Voilà. C'est trop tard, on peut plus rien faire. Je te pose la question, est-ce qu'on prend des comédiens qui ont cet accent ou est-ce qu'on demande à des comédiens de le faire? C'est plus là qu'est le débat, tu vois. Il faudrait qu'on puisse appuyer facilement sur des accents Moselle-Est et compagnie. Si l'histoire s'inscrit là-dedans, ça a du sens, en fait. Il faut savoir imiter, oui. On n'aura pas les deux, quoi. Super gars, bankable, qui en plus a l'accent... Moselle-Est, monsieur. Il y a bien quelqu'un à Forbach. Mais est-ce qu'il sera pris dans un film dont le but c'est que le film soit vendu et qu'on mette sa tronche sur une affiche pour que ça fasse des entrées? Non, mais ça c'est typique. C'est vrai que c'est très français, masquer les accents. Je sais qu'en Espagne, l'accent andalou est considéré comme un accent de pécor, ou en tout cas dans les films ou les téléfilms ou les séries espagnoles, le concierge de ton immeuble, il est andalou. Ah, mais il l'utilise alors. Oui, mais il l'utilise, mais c'est toujours un peu dépréciatif, tu vois. Ouais, c'est-à-dire, bien sûr, c'est l'andalou, c'est le l'éboueur, c'est jamais le médecin en chef du service de garde. Ça. Non, mais t'as raison, dans le film, il y a des accents très marqués. Is this all you're doing? It is. Are you Old Nick? Old Nick. Nouvelle réalisatrice, puisque ce n'est pas Danny Boyle qui réalise celui-là, c'est Nia DaCosta, qui avait réalisé, alors moi je l'ai pas vu, Candyman. Bah du coup moi je connais pas son cinéma, c'est la première fois que je voyais un de ses films, à ce que je sache. Je trouve qu'elle a une vraie efficacité dans l'horreur et aussi dans le fait de mettre en place des scènes qui vont nous déranger. Il y a un côté un peu sale gosse qui répond à celui de Danny Boyle, notamment par exemple quand Samson, donc le zombie alpha, qui se met à manger le cerveau, à même le crâne. Il y a une scène assez dure de torture à un moment où c'est assez efficace parce que ça n'en monte pas trop, mais on comprend l'horreur derrière, donc elle est vraiment bonne dans l'exercice. Un des arcs narratifs principaux du film, c'est que le Dr. Kelson qui revient, moi c'était un des personnages que j'avais préférés du premier film. J'ai presque envie de dire que c'est le personnage principal, c'est vraiment celui qui dénote. Il y a une vraie douceur, comme cette espèce de pause dans l'horreur, avec presque rien, elle arrivait à nous faire croire que peut-être Samson il allait se réveiller et lui arracher la tête, quoi.
on n'était jamais tranquille, sûr. comme c'est un monstre, Oui. littéral. Il le drogue, c'est assez drôle, là, ce truc. Je te drogue, t'es en plein trip, ça te fait du bien. Et il revient plusieurs fois et en pour fait, ça. ouais, il revient pour ça, donc en fait, il l'habitue à ça, mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe si là, il se réveille Oui, réveille, ouais, enfin, la- s'il la- reprend sa nature de zombie, quoi. Et c'est là qu'on voit aussi une volonté d'épurer totalement la mise en scène. Le moment où il se couche à côté de lui, c'est typiquement ce moment-là, je pense, dont tu parles, parce qu'on se dit, il va peut-être jamais se réveiller. Bah, pour Et moi, ça là, fait ouais. extrêmement flipper. Pour quoi. moi, à ce moment-là, il y a une ou deux scènes avant où on le voit dans son bunker, comme tu dis, on voit des photos, et t'as l'impression qu'il se dit, on va mourir. Voilà, une forme de fatigue. Et donc, il prend un risque. Il se dit, soit je vais réussir à le guérir, soit je vais mourir. Dans les deux cas, je serai satisfait de ma vie. Bien des choses que nous tenons pour acquises auront un jour totalement disparu. Kelson, il a l'air de faire confiance aux individus. Enfin, Oui, en c'est tout cas, ça. il ouvre toujours la porte en disant, bon, comment on va le gérer? On le voit à la fin avec Jimmy Crystal, tu vois, il parle avec lui, Il y a prend une le temps. empathie, ouais. Mais donc, c'est pour ça aussi qu'on a envie d'aimer ce gars-là, parce qu'on se dit, ok, il fait tout ce qu'il peut pour que les choses avancent, quoi qu'il arrive. S'il vient en opposition, de toute façon, il sait que d'une manière ou d'une autre, il va perdre. C'est un rassembleur, quoi. Il rassemble l'histoire, c'est le point névralgique de tout. Je crois que l'infection peut être soignée. Moi, je l'apprécie parce que c'est un médecin, c'est un intellectuel, mais en même temps, il est pas pédant, il écoute du rock, tu sens que c'est quelqu'un d'éclectique, tu sens que c'était un bon médecin, que c'était un bon gars, et qu'il arrive à continuer à avoir cet état d'esprit, à trouver une forme de beauté et de bonheur dans ce monde, c'est hyper rafraîchissant. Mais il nous raccroche à une forme de réalité du quotidien. Ça nous rappelle le temps passé. En tant que spectateur, on peut vachement se voir en lui, quoi. Surtout si vous êtes chauve et bétadiné. Mais du coup, moi, je voulais parler de l'autre personnage, qui était peut-être le personnage principal du premier film, Spike. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? On comprend très rapidement que dans ce film, ça va pas être le personnage sur lequel toute l'histoire va être centrée. Cette histoire de rapport au père, que ce soit lui par rapport à Jimmy ou Jimmy par rapport à Kelson. Il y a Samson qui est le père du bébé qu'on voit dans le premier, donc il y a un truc aussi. C'est un gamin qui est censé être terrorisé. Je trouve qu'il s'en prend absolument plein la gueule. C'est beaucoup trop pour lui. J'ai l'impression que le but, c'est toujours de le raccorder à d'autres personnages, de voir son rapport avec Jimmy. J'ai l'impression que là, on est vraiment là pour Jimmy Crystal. Et c'est pour ça que pour moi, le personnage de Spike est un peu inutile dans le film. En fait, je suis un peu déçu parce que j'avais beaucoup aimé son évolution dans le premier. On arrive à la fin du film sur un récit d'émancipation. Il a tué le père, ou en tout cas symboliquement. Il prend son envol. Et là, il régresse complètement en tant que personnage. Il se retrouve embrigadé dans une secte. Alors, on peut comprendre le côté un peu, je fais le dos rond parce que je dois survivre. Mais il y a eu plusieurs occasions où il pouvait essayer de se barrer ou de faire une autre action. Il le fait pas. Et surtout, moi, d'une certaine manière, je trouve qu'il ne sert vraiment à rien. Si ce n'est, petit spoiler, je vais pas en dire trop, sur la rédemption de Kelson à la fin. Il sert à quelque chose à la fin, mais c'est plus circonstanciel. Le film pourrait être exactement le même sans qu'il soit là. Oui, mais je trouve que tu oublies le fait que c'est lui qui connecte avec tous les personnages. C'est lui qui fait pencher une des Jimmy parce que il l'attendrit, il est plus intelligent finalement que la masse parce qu'il comprend que le Jimmy Crystal, il dit quand même un peu n'importe quoi. Donc il a un avantage sur les autres. Enfin, il le dit pas, mais... il le dit pas, mais nous, en tant que spectateurs, c'est ce qu'on comprend. Donc en fait, il crée la balance. S'il était pas là, ça aurait été peut-être beaucoup plus dur d'avoir une fin telle qu'elle existe aujourd'hui. Ouais, t'as raison, mais il reste passif. Et moi, c'est un peu ce qui me dérange. Oui, je sais, t'aimerais qu'il se réveille, qu'il arrache son t-shirt, qu'il défonce tout le monde. En tout cas, qu'il essaye d'être plus manipulateur. Enfin, je sais pas, qu'il essaye de survivre de manière un peu plus active. Peut-être que le film numéro 3, la partie 3, nous apprendra ça. En même temps, il a besoin de grandir. Est-ce que tu es prêt? Il y a une autre thématique qui est celle de la religion, évidemment, puisque Jimmy Crystal, il représente ça. Perso, je trouve que c'était un peu simpliste. En fait, j'arrive pas à savoir si le film veut vraiment souligner le côté grotesque des messies autoproclamés, de ces gens qui mentent et qui manipulent. Comme tu disais un petit peu avant, j'ai du mal à croire que les personnages y croient, mais c'est compliqué parce que ça reste des enfants, donc des gens manipulables dans un monde horrible où tu te raccroches à tout petit début d'espoir. C'est pour ça que pour moi Spike aurait pu nous faire comprendre ça en étant la personne qui peut-être tombée dedans par désespoir, mais justement c'est pas exactement ce qui se passe. Donc en fait pour moi le personnage de Jimmy Crystal, il y a vraiment cet aspect, oui tu es grotesque, et donc je n'arrive pas à croire que des gens croient en toi. Cette petite bande, à part le fait qu'il soit fou, j'ai un peu du mal à trouver que le film a un vrai propos. C'est très manichéen, ça n'a pas. Moi j'avoue que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. On suit ce Jimmy, mais en fait tout ce qu'on attend c'est la confrontation avec Kelson tout le long du film, et ça c'est bien mené. En fait c'est juste leur positionnement religieux. J'ai limite l'impression que ça aurait pu se justifier par le fait qu'il soit juste fou dans un monde de fous. What's your name? Spike. No. I think your name is Jimmy.
Le Jimmy Crystal et sa bande, ils ont l'air vraiment au-dessus. C'est-à-dire, ils sont pas dans une forme de défense. Ils pourraient... Même sur les zombies, d'ailleurs. Oui, Effectivement, ils les massacrent comme ils veulent. Ils pourraient asservir les humains à la limite, mais de là à les défoncer et à les tuer, pourquoi aller jusque-là? Bah là, c'est la justification religieuse. Oui, Satan, et c'est vrai, en fait, tu me fais réfléchir. Le caractère zombie conditionne la religion, puisque enfin, des espèces de morts, là, c'est pas des morts, c'est des infectés, mais en tout cas des êtres qui ont l'air d'être morts et en décomposition restent en vie et nous attaquent. Il y a un côté mystique qui émane d'eux symboliquement. Donc ça appuie la religion. Puis en plus, bon, l'origine story du personnage, on la voit au tout début du premier film. C'est le fils d'un pasteur. Je me souviens plus le terme exact, mais limite, il souhaite cet apocalypse. Le pasteur meurt dévoré par les zombies dans l'église. Car c'est un jour de gloire. Le jour du jugement dernier. Oui, mes enfants! Il est taré, quoi. Ils sont tous fous dans cette famille. Ça marque un jeune homme, je pense, ce genre d'expérience. Are you old Nick? You can relax. I'm not Satan. You sure? Sometimes it's too slow. You sure? For sure. Je pense que le film aurait gagné à être un petit peu plus subtil ou aller un peu plus loin là-dessus. Je trouve que c'est un peu, comment on dit, timide. Jimmy Crystal a des cheveux magnifiques. Et ça, c'est... Non, mais je veux dire... les permanentes, quoi. Mec, on devrait te voir avec un peigne de temps en temps en train de les brosser, parce que c'est comme ça qu'on avait des beaux cheveux dans le temps. C'est vrai. Hein, il y a toutes ces pubs là sur Insta où ils disent comment faisaient nos grands-mères pour avoir des cheveux magnifiques sur leurs photos. Bah, elles se les brossaient tout simplement. Et le brossage, c'est quelque chose qu'on a perdu. On peut pas avoir des cheveux aussi nickel que Jimmy Crystal dans ce monde-là sans avoir un putain de plan où il a une brosse et on nous montre que c'est un truc qui lui tient à cœur. Qu'à chaque fois, je câblais sur ça et l'énorme chibrax de Samson. Mais est-ce que tu penses que c'est une bite de chair ou une bite de sang? Une bite de chair, j'imagine. Ou est-ce que c'est une énorme bite de sang? Bah, je sais pas, mais bon. Ça c'est pareil, c'est quoi? C'est la transformation du bonhomme parce qu'il a l'air boursouflé. Est-ce que il était aussi boursouflé avant de se transformer? Non, mais en fait, lui, il a été contaminé enfant puisqu'on voit des flashbacks, etc. Mais le premier film nous explique que c'est ça, les alphas, en fait, c'est que le virus agit comme des stéroïdes sur certains individus qui augmentent la masse musculaire, etc. Et donc, on suppose... On suppose aussi le zizi, il passe tout simplement. Est-ce qu'il faut brosser son zizi pour le faire plus grand, comme les cheveux, pour le faire plus beau? Ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Brosser les cheveux, tu sais. Ne brossez pas votre zizi. Je trouve les comédiens merveilleux. J'adore Jacques O'Connell. Et c'est un super acteur. Il explose depuis quelques années. Il était dans Sinners. Ah, c'est lui. C'est lui. Ok. Oui. Il est incroyable. Oui, bah il a un truc à la Kurt Cobain, un peu défoncé. Ah comme ouais. ça. Non, oui, mais... grunge, machin. Ouais, enfin, il est complètement. Là, il a le rôle parfait, quoi. Mais Kurt Cobain, alors qu'on n'était pas dans un monde post-apocalyptique, avec des cheveux bien plus dégueulasses. C'est vrai. Il ne les brossait pas. L'acteur qui joue Samson, Shea Lewis Parry, moi j'ai adoré. C'est la première fois que je le vois, à ce que je sache, et je trouve il donne une douceur. Il joue très bien à la rage, machin, dans le premier surtout. Et en fait, le film, on voit Samson évoluer, c'est-à-dire, c'est à la fois, j'ai l'impression que dans le maquillage, donc au niveau du visage, on enlève le sang, on réduit un peu certains trucs, et même dans la musculature, j'ai l'impression que de manière discrète, ils ont réduit. En fait, ils enlèvent les scars. Ouais. Pour moi, ils enlèvent les grosses veines. Bah oui, voilà, évidemment, oui. Mais je trouve que même au début de la transformation, il arrive à donner un début de douceur. C'est hyper progressif. Moi, je trouve qu'il a vraiment un regard à la Damso, comme ça. Ah, il y a un petit truc. Je cherche le vax. Ah ouais? À l'air le chibrax. Tams. Ils ont joué sur plein d'aspects, les yeux en fait qu'il a, qui sont injectés de sang au début, et ils les ont fait en fait se résorber au fur et à mesure pour retrouver la vraie couleur de ses pupilles. C'est là où le découpage est super bien fait, c'est là où le travail de tous les make-up artistes est super bien pensé. Donc on revient un peu à la réal qui est épurée, qui change énormément de Danny Boyle par rapport à cette envie de s'émanciper de tous ces effets techniques avec les iPhones. Il y a un côté moins expérimental dans ce Oui, bien sûr. Bah ça commence à être compliqué de réinventer techniquement comment on peut filmer. Après, ça faisait son petit effet dans la partie 1, mais est-ce que c'était vraiment utile? Qu'est-ce que ça racontait réellement? Parce qu'on est dans un effet spécial, il y a des gens, ils ont dit un ersatz de Matrix, etc. Ça faisait jeu vidéo en fait. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai compris. 28 jours plus tard, il y avait deux choses dans ce premier film qui servaient réellement. C'était de pouvoir filmer un maximum de choses dans un Londres qui avait été spécialement vidé pour le film, et donc du coup il n'y a pas un temps infini pour tourner. Donc comment est-ce qu'on multiplie le nombre de plans dans un temps record? On multiplie le nombre de cadreurs avec des caméras DV, avec allumez vos caméras, il devait avoir une ordre de même. Dispersez-vous, faites-moi des images, et au bout de 10 minutes, allez, on remet la circulation, quoi. Dans le premier 28 ans plus tard, c'est un peu gratos, même si c'est intéressant au niveau de l'action, même si ça fait un peu peur, même si ça rend les choses plus agressives. Je pense que ça agit comme des petits climax, là où, dans cette nouvelle réal, on prend le temps et on respire, en fait. Essayer de prédire l'avenir est une entreprise décourageante et risquée.
Ça fait du bien. Mais en fait, c'est complètement en accord avec la relation de Kelson et Samson. La réalisation se pose autour de ces deux êtres. C'est la première fois dans ce monde post-apocalyptique qu'une union va se créer, quoi. Donc on prend le temps. En fait, peut-être que l'avenir n'existe même pas. Il y a un côté très bucolique, presque petite maison à la prairie, des fois. Ouais, j'avais envie de voir jusqu'où ça allait. Est-ce qu'ils vont gambader Est-ce qu'ils vont dans les finir par pâquerettes s'embrasser? Non, là, il prend un risque de s'auto-contaminer dans ce cas-là. Mais Ah ouais, c'est vrai. protégez-vous. Alors toi, t'as compris qu'il s'était fait contaminer quand il était jeune, Oui, en grâce fait, parce au qu'il flashback. y a ce flashback où il est dans le train, il est jeune, et il y a ce moment où la contrôleuse arrive, et on voit qu'il y a un zombie au fond du train, donc je pense qu'il a été contaminé à ce moment-là. C'est étrange quand même, parce qu'on le voit succinctement à 30 ans. Oui, et là, j'ai l'impression que c'est plus la personne qu'il aurait dû être s'il n'avait pas été contaminé, Ah oui, d'accord. qui ok. se retrouve dans cette situation. Même la symbolique, c'est-à-dire, il est né en tant qu'alpha, infecté alpha, là, il revient quand il renaît en tant qu'être humain. Mais il y a même un peu d'humour. Il est dans son flashback, dans son délire, et puis il dit « j'ai pas mon ticket », et là, le zombie l'attaque, et c'est assez drôle, quoi. Oui, c'est génial. C'est trop bien. Je sais pas si ça doit être drôle ou si ça doit prendre au trip. Je pense que c'est un moment dans la salle où on sait pas trop. Ça prend vraiment par les sentiments. Ouais, ce c'est hyper truc-là. fort. Moi, je trouve ça hyper fort. Bah ouais, c'est super bien fait. Quand il sort du train, très bonne idée, mais encore une fois, on est dans la mise en scène simple et qui veut en dire beaucoup. On a cette contre-plongée où il sort du train, il hurle, et là en tant que spectateur on se dit attends, il vient de se faire mordre, est-ce qu'il est reparti dans le sens inverse? Et justement il joue là-dessus jusqu'au dernier moment pour dire quand il va arriver, si ça se trouve il va arriver dans ce temple, il va déchirer tout le monde, on va pas comprendre, ou venir chercher sa drogue ou je sais pas quoi, et en fait là on se rend compte que ce mélange de médicaments plus drogue a fonctionné. C'est peut-être ça la solution. Si je mélangeais du fentanyl avec mon reste de weed Mais du coup, un espoir est possible dans ce monde de 28 ans plus tard. Bien sûr, et ce que j'ai apprécié juste sur ce point, c'est qu'on part sur un aspect aussi psychologique, psychiatrique, pas uniquement physico-moléculaire. Est-ce que je ne prendrais pas ces cristaux qu'on m'a offerts à l'anniversaire d'André? Et du coup, qu'est-ce que tu attends pour ce troisième film? Même Spike et Kelly vont devoir tenter de se reconstruire, d'oublier tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez important avec le personnage qui intervient à la fin et qu'on revoit. Alors je sais pas, est-ce qu'on spoil ou pas? Non, mais là on peut mettre spoiler. N'hésitez surtout pas à vous tirer d'ici maintenant. Mais quoi, pour les deux minutes de Oui, fin bah écoute. En gros, à la fin, on découvre que Cillian Murphy, le personnage donc de 28 jours plus tard, est là, donc il revient dans la saga. Finalement, c'est un peu lui qui va reconduire, je pense, d'une certaine manière, le travail de Kelson. D'une manière ou d'une autre, il va être lié à ça. C'est le nouvel humain qui est là pour sauver. On voit bien qu'il fait preuve d'énormément d'empathie dès les premières secondes. Oui, il est là pour aider les gens. Il y a sa fille, il a une fille, il l'éduque, donc il y a un cours d'histoire avec elle, il y a un débat. Donc oui, il reprend un peu ce rôle du sachant, quoi. Ouais, et donc il va rencontrer Spike et Kelly. Mais du coup, je suppose que tu attends aussi un retour du père de Spike, parce que là, je pense qu'il y a un truc à faire avec Cillian Murphy. Qui est son père et machin, parce que si ça se trouve, peut-être que là, il va se passer 5-6 ans, le personnage de Spike va grandir, et du coup, son nouveau père, c'est Cillian, entre guillemets, et puis on verra bien comment. Mais si ça se trouve, je me plante complètement, et évidemment, on est dans une suite directe. Ce serait pas si mal, d'ailleurs, d'avoir une forme de suite directe, parce que l'urgence, finalement, dans ce monde-là, elle est permanente. Ouais, mais après, une suite directe, ça peut être une suite chronologique directe ou une suite directe thématiquement. C'est-à-dire, tu peux faire 10 ans de plus et ça reste une suite directe parce qu'en fait, tu reprends le wagon sur les relations entre les personnages. Mais du coup, oui, moi, je suis assez d'accord. Cillian Murphy, le père du premier 28 ans plus tard, Samson, moi, j'aimerais vraiment je pense qu'il y aura un truc parce qu'on l'oublie, mais Samson a un bébé qu'il a eu avec un autre infecté. Le bébé, du coup, c'est le père qui l'a récupéré. Donc, tout le monde, et donc tout le monde va se réunir. Voilà, mais c'est ça, c'est la façon de penser l'arène comme ça et de quels sont les conflits et les intérêts des uns et des autres qui, je trouve, est particulièrement bien réussi dans cette œuvre. Moi, j'ai en tout cas très hâte de voir la suite. Moi aussi. Et j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment des moments de plaisir de cinéma. Tu vois, t'es content d'aller au ciné. Pendant 2 heures, j'étais à fond. Aucun moment de pause. Personnage bien écrit. Du bon cinéma. De l'espoir pour cette Angleterre dévastée. N'oubliez pas, qu'il y a encore le Ulule. Le Ulule qui est toujours actif à l'heure actuelle pour la simple et bonne raison que déjà on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit on vient de se réveiller entre guillemets, si vous avez besoin d'un coup de main on est toujours là, donc on s'est dit cool, on va le laisser continuer. Parce qu'on peut aller chercher 1 ou 2 paliers de plus, voilà, c'est ça, exactement. et ça ne fera qu'améliorer le jeu. On s'y met dès maintenant sur le jeu vidéo, on est déjà en train, grâce à vous, grâce à votre soutien qui a été exceptionnel, mais on se laisse cette porte ouverte pour continuer. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu ce qui a déjà été fait sur le jeu, on vous conseille d'aller voir le live qu'on a fait dimanche 10
18 janvier. Il est disponible sur YouTube. Pourquoi ? Parce que, il y a notamment Romain Toumi, qui travaille depuis déjà quelques mois, qui montre un premier niveau, des personnages, etc. Donc vraiment, si vous avez envie d'en savoir plus, voir ce qui a déjà été fait et que ça pourrait vous rassurer sur le projet, n'hésitez pas à aller le voir. Allez, aidez-nous à faire ce jeu. Regardez, on est aux portes de faire un banger triple A. On me demande si je pourrais twerker dans le jeu. Eh bien, ça dépendra du budget pour la motion capture, tout simplement. Les gens qui partent en couille, les jambes se mettent sérieusement à déconner, mais c'est normal. Un capitaine mouvant. GTA 6 n'a qu'à bien se tenir. Tout à fait. Par ailleurs, j'ai les Mycéliades qui recommencent pour la 5e année consécutive. C'est le tour du monde de nouveau. Voilà, c'est ça. Donc je serai en tournée dans toute la France. J'ai plus toutes les villes là, donc je vous les mets. C'est du 31 janvier au 14 février. En ce qui me concerne, le festival, lui, c'est du 31 au 15. C'est un festival de science-fiction avec des conférences dans les médiathèques, mais aussi des diffusions dans les cinémas, avec à chaque fois un créateur, une créatrice d'internet, des scientifiques, voilà, des gens qui font la science-fiction d'aujourd'hui, qui réfléchissent les sciences, qui font des sciences. Un super festival, moi j'adore y aller. Donc venez, nombreux et nombreux, m'y retrouver, ce sera l'occasion d'échanger ensemble. Eh ben écoute, je vais te proposer de sortir par là. Absolument pas. Bah, ça n'arrivera donc jamais. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Lune sur vous, ce que vous voulez. Soleil sur vous. Lune sur vous, on a décidé que ça voulait dire autre chose. Ça veut dire condoléances ou alors c'est un peu bizarre. On verra si on l'utilise. À bientôt. À bientôt sur Nexus 6. Salut.